Le secteur de la construction rencontre une grande pénurie de main-d'œuvre. À la fin de l'année passée, pas moins de 16 000 emplois étaient vacants. Pour l'entreprise, cela devient extrêmement compliqué et difficile de recruter de la main-d'œuvre compétente et qualifiée. En région de Bruxelles-Capitale, nous avons déjà développé certains projets comme ConstruCity, où avec tous les acteurs, nous sommes présents pour accueillir et informer les jeunes ou les moins jeunes de toutes les possibilités d'emploi dans le secteur de la construction. Nous avons également signé un accord cadre avec le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale pour construire un grand centre de formation qui va permettre d'offrir une formation de qualité aux jeunes et moins jeunes motivés à venir travailler dans le secteur. Het is ook zo dat men absoluut moet nadenken over de hervorming van het onderwijssysteem. Er zijn veel te veel onderwijssystemen en in de bouwsector is er maar één systeem dat werkt. Dat is eigenlijk het duaal leren. Het duaal leren zou eigenlijk de norm moeten worden voor ons bouwonderwijs in België. Avec la bonne conjoncture, les entreprises wallonnes de la construction recherchent désespérément de la main-d'œuvre qualifiée. Il y a 5000 postes vacants, donc des postes d'avenir dans les métiers de la construction. Il est urgent également de valoriser l'image de la construction et des métiers de la construction en convainquant les jeunes de choisir ces métiers. Ces métiers apportent de la fierté, ces métiers sont bien rémunérés, ces métiers font de plus en plus appel aux nouvelles technologies. Enfin, nous pensons que c'est l'alternance qui est la filière la plus attrayante, et pour les employeurs et pour les jeunes, car ils se retrouvent directement confrontés aux réalités de l'entreprise. Et il faut savoir que le taux d'insertion fait que 80% des jeunes qui sortent de l'alternance trouvent dans les 6 mois un job. Voilà, pour notre troisième débat, on va parler d'emploi, évidemment d'emploi, de formation. Comme vous l'avez peut-être entendu, plus de 16 530 postes vacants, 530 postes vacants pour le moment. L'analyse des métiers critiques tant en Flandre qu'à Bruxelles et en région wallonne révèle que 8 métiers sur 10 en pénurie sont des métiers du secteur de la construction et du parachèvement. La pénurie de main-d'œuvre qualifié devient een véritable frein à la croissance économique. Oui. Ja, u weet het zonder twijfel hier allemaal in de zaal. Het is decennia geleden dat de bouwsector nog op zoek was naar zoveel mensen. Zowel ingenieurs als technisch geschoolde mensen in de zin van bedienden en arbeiders. En dat in alle mogelijke geledingen van de bouw. En we zijn benieuwd welke oplossingen, dames en heren, ons hier willen aanreiken daarvoor. En dus luidt de eerste vraag. Welke 3 concrete maatregelen schuift uw partij naar voren om ervoor te zorgen dat bouwsectorbedrijven zeg maar, makkelijker arbeidskrachten vinden. En dan hebben we het inderdaad zowel over ingenieurs als technisch geschoolde arbeiders. Meneer Diependalen. Ja, eerst en vooral, ik denk dat ik een zeer slecht voorbeeld ben. In die zin dat ik de enige ben van mijn familie die niet in de bouw. Dus ik ben totaal verkeerd gelopen en richting politiek gegaan. Ik ben ooit wel metserdiender geweest, dus ik weet wat het is om in de bouw te staan. Maar ik begrijp heel goed de vraag naar arbeidskracht. En als je dan hoort dat er zelfs nog partijen zijn die ook in een regio waar er blijkbaar 5000 vacatures zijn, dat er toch nog partijen zijn die vragen om maar 4, 5 te gaan werken, dat is dan redelijk onbegrijpelijk. Ik moet wel zeggen, er moet langs 2 kanten gewerkt worden. Ik denk dat we aan de ene zijde moeten werken aan de aantrekkelijkheid van de bouwsector. Want laat ons eerlijk zijn, daar is nog altijd een probleem. En ik ken het van binnenuit. Ik ben erin opgegroeid, ik ben erin grootgebracht. En dan merk je sowieso dat de bouwsector nog altijd een beetje een slechte naam heeft. Het is hard werk, het is zwaar werk en de mooiere kanten worden veel minder belicht. Want je creëert effectief iets, je maakt iets, je bouwt iets en dat wordt veel minder belicht. Anderzijds denk ik ook dat we vanuit de overheid inderdaad meer inspanningen moeten doen om jongeren, om werklozen naar de bouwsector Noem eens te iets sturen. concreets. Dan gaan we het hebben over het 10-puntenplan dat minister Muiters in 2016 of 2017 met de bouwsector heeft gesloten. En daar werd vooral ingezet op omscholing. Mensen die langdurig werkloos waren, kregen kansen om omgeschoold te worden. De VDAB-opleidingscentra werden opengesteld, veel meer naar de bouwsector. En het is in totaal een 10-tal actiepunten die in uitvoering zijn om mensen te overtuigen om in die bouwsector aan de slag te gaan. Dus u zegt, laten we nu eerst wachten tot dat 10-puntenplan zijn uitvoering kent. Eén kort vraagje nog misschien. Economische migratie, is dat voor u een mogelijke piste? Ik denk dat de bouwsector er zich heel goed van bewust is dat het op dit moment niet zonder kan. Er wordt geschat dat ongeveer 1/3 van de mensen die in de bouw actief zijn uit een ander land uit Europa. Dus ik denk als je die helemaal stillegt, als je dat wegneemt, dan heb je wel degelijk een probleem. Trouwens, nog 1 punt met betrekking tot duaal leren. Ik denk dat we er absoluut moeten op inzetten. Of dat je daar de bouwsector of de Confederatie formuleert het als we moeten van duaal leren de meest
gekozen richting maken, daar zou ik voorzichtig mee zijn. Want we moeten natuurlijk ook nog altijd ingenieurs hebben. En daarvoor is het nodig dat jongeren ook verder studeren in de bouw en naar het hoger onderwijs gaan. Ja, David Claraval pour le MR. Quelles sont les propositions que formulent les libéraux francophones pour aider les entreprises de la construction et permettre à celles-ci de trouver plus facilement des travailleurs, alors que ce soit des ingénieurs ou des ouvriers techniquement qualifiés, plus ou moins qualifiés? Oui, grâce au tax shift notamment et grâce à la politique du gouvernement fédéral, on a vu que le chômage avait atteint un seuil historiquement bas et les créations d'emplois ont été massives puisque plusieurs centaines de milliers d'emplois ont été créés ces dernières années. On a constaté très rapidement qu'il y avait en effet un problème de pénurie dans certains secteurs, notamment dans la construction. Et donc le gouvernement a décidé de mettre en place le Jobs Deal. Le Jobs Deal, c'est un ensemble de mesures qui vise, tant au niveau régional qu'au niveau fédéral, à focaliser l'attention sur les métiers en pénurie. On va travailler avec les secteurs, on va travailler avec les conventions paritaires, on va travailler avec des immunisations fiscales. Enfin, il y a toute une armada d'actions qui sont mises en place. On aimerait bien pouvoir voter ce texte-là au Parlement. Ça fait bientôt... Le gouvernement est tombé, il n'a pas été voté. Oui, ça fait presque 9 à 10 mois que ce texte est là, et par toute une série de flibustes parlementaires, on va peut-être pouvoir enfin le voter la semaine prochaine, pas plus tard qu'il y a la semaine dernière. Le PS demandait encore une seconde lecture. Donc on voit que vouloir focaliser l'attention sur ces métiers en pénurie et proposer des solutions concrètes, ça crée des problèmes, et donc moi je déplore le fait qu'on a été, avec les collègues de l'ancienne majorité, en ce compris la NVA, on a été les seuls à vouloir avancer sur le Jobs Deal, et là il y a toute une série de mesures concrètes que, par exemple la clause d'écolage, entre autres, clause d'écolage, il n'y a rien de plus frustrant quand vous êtes une entreprise, vous avez formé un travailleur, vous lui avez payé des formations, et à partir du moment où il devient rentable, en tout cas, paf, votre concurrent vient vous le shipper. Eh bien, grâce à la clause d'écolage, si vous mettez cette clause dans votre contrat, le concurrent qui vous a shippé votre nouveau travailleur formé devra rembourser une partie de la formation. Voilà des choses bien concrètes qui permettent en tout cas de régler cette problématique. Olivier Minguin, même question. Est-ce que la solution est dans le Jobs Deal du gouvernement? Alors, il y a des aspects du Jobs Deal auxquels on peut souscrire. D'abord, parlons de l'enseignement. Parce que du côté francophone, il faut l'assumer, notre enseignement n'est pas assez performant. On voit le classement international, notamment PISA. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Il est temps de peut-être remettre en cause quelque chose d'essentiel. On a voulu l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans. Nous plaidons du côté de Défi pour l'obligation scolaire et de formation jusqu'à 18 ans. Autrement dit, il faut permettre à des jeunes de quitter l'enseignement général et peut-être d'aller vers l'enseignement qualifiant, mais pas tel qu'il est organisé chez nous du côté francophone, mais avec la nécessité d'avoir, dès peut-être l'âge de 16 ans, l'engagement de la formation en alternance en entreprise. Ça doit être la clé, donc beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. On doit permettre à 16 ans à des jeunes d'entrer en formation en alternance de manière massive, parce que c'est la meilleure manière de les motiver à poursuivre leur qualification. Et puis, il y a des mesures évidemment à prendre en termes d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou patronale, par exemple pour tout stagiaire en formation en alternance. Il faut que les primes qui sont données par les régions pour encourager les formations en alternance ou autres formations en entreprise ne soient pas fiscalisées, comme c'est le cas dans un certain nombre d'hypothèses. Il faut permettre la déductibilité fiscale des projets pilotes de genre job rotation, et ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, il y a une véritable coordination à faire des mesures fiscales et pédagogiques pour réussir le haut niveau de qualification. Merci. Meneer Krombe, welke concrete maatregelen om de bouwsector toe te laten makkelijker arbeidskrachten te vinden? Maar heel concreet in het verlengde, ik ben het eens met wat net is gezegd over duaal leren. Eigenlijk zou je moeten durven denken aan een bouwschool vanaf 16 jaar, waar je heel concreet weer een stiel zou kunnen leren. Dat is één. Ik denk 2, overwegen om collectieve IBO's te doen. Want een stuk van de mismatch die eigenlijk ongelooflijk is, er zijn vacatures, dat zijn beroepen waar het mogelijk is om in te treden en toch zijn er een pak mensen die moeilijk in een job geraken. Dus kan er op het niveau van de VDAB bijvoorbeeld nog iets gedaan worden aan de activeringstrajecten om hen meer naar knelpuntberoepen te leiden? Die collectieve IBO's zijn eigenlijk dingen die je met de VDAB zou moeten doen. Dat je echt zorgt voor een traject van opleiding terwijl men aan het werk is, een investering daarin. Het laatste misschien, en dat sluit een beetje aan bij wat Matthias Diependalen zei, niet vergeten om ook de meer kennisberoepen te hebben en voorzien te hebben, ook voor de kleinere bedrijven en misschien zelfs via werkgeversgroeperingen werken, zodanig dat die kennisberoepen meer
kunnen ter beschikking gesteld worden van verschillende bedrijven. Ik wil 1 waarschuwing, meer economische migratie. Ik ben er 3 jaar bevoegd geweest voor de strijd tegen sociale dumping. Ik denk dat op vandaag dat het er iets beter uitziet, maar daarom niet goed dan toen, ook dankzij Philippe de Bakker. En ik vind het enorm belangrijk om te duiden dat als je economische migratie toelaat en het wordt sociale dumping, dat een groot stuk van uw sector kapot gaat. Er zijn zeer veel KMO's en zelfstandigen in de bouw kapot gegaan. Het gaat iets beter, maar we zijn er nog lang niet. Als men economische migratie wil uitbreiden, dan moet je tegelijkertijd nog strenger worden tegen sociale dumping en werken aan een level playing field, waar dat alle bedrijven kunnen overleven zonder oneerlijke concurrentie. Oké, dank u wel. Meneer Calvo. Ja, ik denk dat er al heel veel belangrijke dingen zijn gezegd. Duaal leren, denk ik, die uitrol is heel belangrijk. Ik denk dat er zeker ook nog mogelijkheden zijn in arbeidsgerichte opleidingen, het secundair onderwijs, om daar meer modulair te werken en op die manier die combinatie nog te activeren. Levenslang leren ook in de cluster van opleiding. Denemarken 31% levenslang leren, bij ons 7%. Veel lager dan de doelstelling die we hebben geformuleerd. 2, toch blijven werken op die loonkosten. Is denk ik een uitdaging. Belasting op bloed, zweet en tranen moeten naar omlaag. Een verschuiving richting vervuiling en de grootste vermogens. 3, niet alleen werkzoekenden ondersteunen in het vinden van een job, maar ook werkgevers ondersteunen met de VDAB, met Actiris, om het vacaturebeleid van werkgevers nog te versterken en te professionaliseren. Maar dat zijn 3 voorstellen, maar daar wil ik mij aansluiten bij een aantal collega's. Wat is denk ik de rode draad in dit debat? En dat is de nood aan meer samenwerking. Ook op vlak van arbeidsmarktbeleid. Want ik hoor het collega's graag zeggen, het is een schande dat in bepaalde regio's er zoveel werkloosheid is. Oké, daar moeten we werk van maken. Maar onze politiek van naast elkaar werken, de versnippering, de institutionele jungle van dit land, maakt dat zoveel moeilijker. En dus voor ons, voor Ecolo en Groen, moeten de komende 5 jaar de 5 jaar van de samenwerking worden. En dat betekent in de regionale regeringen 1 minister voor energie en huisvesting. Op federaal niveau een coördinerende minister van Klimaat. De dingen die we hier aan het bespreken zijn. De minister van Investering, dat moet 1 federale minister van Klimaat worden. En ten derde, een federaal investeringsplan onder leiding van de premier, waar de regio's zich moeten inschrijven. En evident moet het arbeidsmarktbeleid, onze hersenen, onze handen, daar een belangrijk deel van zijn. Een investeringsplan kan nooit alleen gaan over infrastructuur, moet ook gaan over opleiding en arbeidsmarkt. Maar in plaats van werklozen te culpabiliseren, moeten we onszelf responsabiliseren en veel meer samenwerken in de Belgische politiek. Daar ligt de grote uitdaging de komende jaren. Ja, voor de volgende vraag binnen dit thema willen we graag echt eens focussen op dat duaal leren. Ik begrijp dat van de mensen die duaal leren hebben gevolgd, dat 80% ervan binnen de 6 maanden een job vindt. Dat is indrukwekkend. En 25% start binnen de 5 jaar een eigen onderneming. Dat zijn mooie cijfers. En dus is de vraag, is uw partij er voorstander van om dat duaal leren in het secundair onderwijs de richting te maken die de eerste keuze wegdraagt? Zo ja, hoe doe je dat dan? En is uw partij er voorstander van om duaal leren ook in te voeren in het hoger onderwijs? Mevrouw Rombouts. Ja, laat duidelijk zijn dat wij heel duidelijk voorstander zijn voor het duaal leren. Dat wij daar de voordelen ook heel duidelijk zien. Het feit dat je arbeidsmarktgerichte opleidingen hebt, dat je dan eigenlijk ook rechtstreeks de link kan maken met de arbeidsmarkt en de eerste werkervaringen kan opdoen, is altijd een voorsprong. En de cijfers in deze liegen daar niet om. Dus in die zin is zeker één van de belangrijkste punten naar inderdaad die afstemming naar arbeidsmarkt, dat die uitrol van het duaal leren, dat verder gezet moet worden. Of dat de eerste richting is heel duidelijk naar arbeidsgerichte opleidingen. Ja, daar zien we heel duidelijk dat dat een belangrijke meerwaarde is. Maar natuurlijk heb je daar ook de schoolkeuze en moet je niet iedereen verplichten daarin. Maar ja, wij zullen er alles aan doen om dat te stimuleren. En wat met hoger? Doorrol naar, of de uitrol verder naar andere opleidingen. Ja, duaal leren kan ook interessant zijn voor volwassen onderwijs. Is ook interessant in het hoger onderwijs. Dus in die zin is dat voor ons heel duidelijk dat duaal leren op alle niveaus, daar waar de mogelijkheden zijn om het te implementeren, om dat ook verder uit te rollen. Oké, duidelijk standpunt, dank u wel. Alors Jean-Marc Nollet, pour Ecolo, il y a cette question évidemment de l'enseignement en alternance, cette formation en alternance tant dans le secondaire que dans le supérieur. Est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'on doit la pousser? Et puis, en filigrane, il y a aussi cette question que je vais vous poser à vous et à vos autres collègues francophones qui vont suivre, la qualité de l'enseignement francophone, qui est souvent décriée. Peut-être un mot là-dessus aussi, brièvement. Donc, effectivement, il y a un retard du côté de l'enseignement francophone, mais
L'alternance est une des pistes de solution non seulement pour le secteur de la construction, mais aussi pour que le jeune puisse trouver du sens à son parcours scolaire. Vers l'âge de 15-16 ans, il peut parfois décrocher, alors que s'il était en contact plus permanent avec le métier futur vers lequel il se destine et avec le secteur de l'emploi, on pourrait retrouver de la motivation, y compris pour la partie purement scolaire. Donc c'est clair que l'alternance est une des pistes, mais aussi dans l'enseignement supérieur, jusque et y compris pour les ingénieurs dont on parlait tout à l'heure, pour lesquels il y avait des difficultés. On peut parfaitement imaginer une réforme des cursus qui implique une plus grande présence dans le métier plus tôt, c'est évident. Mais ça ne suffira pas. Et je voudrais alors faire le lien avec votre autre question. Il y a une grosse question d'image aussi qui doit être donnée pour tous les métiers manuels. Et ne pas attendre l'âge de l'orientation pour mettre positivement en exergue tous ces métiers qui se destinent vers des métiers d'ordre manuel. Ça implique que dès l'enseignement primaire, voire même dès l'enseignement maternel, il y ait une confrontation dans le cadre du tronc commun de l'ensemble des jeunes, des enfants, avec une série de métiers qui ne sont pas que des métiers intellectuels, qui ne sont pas que des métiers qui s'apprennent via le parcours universitaire. Revaloriser les métiers manuels. Ouais. Oui, mais par le fait qu'ils sont confrontés dès le tronc commun à l'ensemble des types de métiers. Merci. Frédéric Dardenne pour le Parti socialiste. Cette question de l'enseignement en alternance et de la qualité de l'enseignement francophone, peut-être plus largement, un mot là-dessus. Moi, je suis très favorable à l'enseignement en alternance, je suis très favorable à la mise en contact des jeunes avec la réalité des métiers. Avec deux moments, je serais tenté de dire même trois moments. Il y a tout d'abord, dès le plus jeune âge, il faut que les jeunes, quand ils sont au stade de l'orientation, avec leur famille, soient en contact avec les entreprises, les secteurs. Il faut qu'à un moment donné, on valorise ces métiers qualifiants. Et là, c'est non seulement ce que je viens de dire, mais aussi l'aspect culturel que nous connaissons et qui nuisent à cela. Il faut dire que il faut qu'ils se rendent compte que les conditions de travail ne sont plus les mêmes qu'avant et que l'image qu'ils peuvent avoir dans certains secteurs. Et donc, cette alternance, elle doit avoir lieu dans l'enseignement, je vais dire secondaire, dans l'enseignement supérieur. Je serais tenté de dire aussi durant toute la vie, parce qu'il y a aussi la formation continuée. Et la formation continuée, ça veut dire être au travail et de temps en temps pouvoir reprendre, s'informer des nouvelles techniques et avoir des formations complémentaires. Tout ça a évidemment un coût. Tout ça a évidemment un coût notamment pour les entreprises. Et là, je reviendrai sur un élément dont on a peu parlé jusqu'à présent. Je crois qu'il faut se rendre compte qu'avec la loi sur les marchés publics actuels, on a tendance à tirer les prix vers le bas. Et ce seul critère qui est souvent utilisé, qui est le critère du prix, nuit non seulement à cet aspect capacité de rémunérer et de valoriser les métiers, mais aussi un autre thème qui a été évoqué, on y viendra peut-être, la sécurité sur les chantiers. Donc je crois qu'il y a aussi ce volet-là, avoir la capacité de financer. Merci Frédéric Dardenne. Over veiligheid op de werkvloer binnen deze sector gaan we het zo meteen nog uitgebreid hebben. Ik kijk eerst naar mevrouw Rutte. Duaal leren, promoten. Ik vertel er maar even bij dat in Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk meer dan de helft van de leerlingen in duaal leren zit. Wel, in Vlaanderen zijn we ermee begonnen. Ik zou zeggen, eindelijk. Deze Vlaamse regering heeft het gedaan nadat er heel lang over gepraat was. Maar er moet echt een tand worden bijgestoken. We hebben een succesvolle opstart. Nu moet de doorstart volgen. Ik maak het heel concreet. Als ik naar mijn eigen gemeente kijk, mijn eigen stad kijk, dan zijn wij een scholenstad, secundair onderwijs, ook beroeps- en technisch onderwijs. En aan de andere kant hebben we een bloeiend bedrijventerrein. Wel, ik ben burgemeester geworden. Ik heb de mensen aan tafel gezet en gevraagd: hoe zit het met duaal leren? Bleek dat beiden nog niet met elkaar aan het spreken waren. Dus ook daar is de boodschap: samenwerken en de politiek kan mensen rond de tafel brengen om het systeem verder op te starten en een doorstart te geven. 2, ik denk ook naar hogescholen, naar universiteiten. Ook bedrijven erkennen echt als opleidingscentrum. We moeten in Vlaanderen nog wat afleren om te veel regeltjes op te leggen en wat meer vrijheid te geven. En dan ben ik ervan overtuigd dat dat systeem echt de toekomst is. Het is een win-win. Bedrijven winnen ermee. De leerlingen winnen ermee, de samenleving wint ermee. Dus dat is echt de richting om te gaan.
Misschien heel kort over de jobs. Ik vind het heel vreemd dat ik hier de basis en de essentie niet gehoord heb. Namelijk, als je mensen aan het werk wilt helpen, dan moet je zorgen dat het loont om te werken. Dan moet het verschil tussen niet werken en werken gewoon groter zijn. Dat is de inzet die we ook met deze regering al hebben gedaan. Maar ik denk echt dat er daar nog veel meer werk nodig is. Dus opnieuw een lastenverlaging, extra netto voor wie werkt. En 2, beperk de werkloosheidsuitkeringen nu eindelijk in de tijd. Er staan gigantisch veel vacatures open. Het is nu of nooit. Dank u wel. Maxime Prévost pour le CDH. Sur cette question, toujours de la formation en alternance, les pistes du CDH, vous êtes pour? L'avantage d'être le dernier ou quasi à parler, c'est que ça me permet de réagir aussi sur ce que d'autres ont dit. Ah. Alors d'abord, incontestablement au niveau de la formation en alternance, c'est le créneau que l'on doit suivre et encourager et en faire une filière d'excellence plutôt qu'une filière de relégation. Je n'ai pas bien compris l'intervention de M. Minguin plaidant pour que ce soit accessible dès 16 ans, parce qu'aujourd'hui, c'est une filière qui est déjà accessible dès 15 ans, que ce soit dans le créneau professionnel ou pas. Deuxième élément, l'enjeu n'est pas tant pour pouvoir soutenir les entreprises, M. Dardenne, de changer la loi pour contrecarrer la logique des prix, parce qu'aujourd'hui, la loi, elle n'impose pas de prendre le prix le plus bas, elle impose de prendre le scénario qui est économiquement le plus équilibré. C'est la pratique de la tutelle et des élus qui vise à systématiquement prendre le prix le plus bas qui doit être combattu, et c'est probablement parce qu'à chaque fois, il y a eu une crainte qu'en prenant autre chose que le prix bas, on ait un mauvais procès en collusion ou conflit d'intérêts. Troisième élément, le pacte d'excellence est justement, comme l'évoquait M. Nollet, en train de travailler pour accroître les compétences au niveau du tronc commun. Mais je voudrais aussi, quand j'entends certains propos ici, un peu misérabilistes, qu'on arrête de dépeindre la Wallonie et le sud du pays comme ayant un mauvais niveau d'enseignement ou du retard. C'est pas terrible, les enquêtes PISA. Nous avons un devoir de lucidité, mais l'étude PISA, elle ne dit pas ça. Non, non, Monsieur Buxon, elle ne dit pas ça. Elle dit simplement qu'il y a en Wallonie un problème d'écart qui est plus grand qu'ailleurs entre ceux qui ont effectivement un faible niveau d'enseignement et ceux qui ont un très bon. Donc, nous avons aussi un très bon niveau d'enseignement, mais il y a une inéquité sociale qui est plus forte. Mais arrêtons de nous faire croire que c'est la Roumanie et qu'il faut s'autoflageller. Je voudrais terminer en disant que la proposition aussi qui est faite par la gauche de réduire le temps de travail légal à 32 heures, c'est aussi à contre-courant du message que nous adresse la Confédération de la construction en criant sur le fait qu'il y a déjà tant de métiers en pénurie. Si demain on réduit encore le temps de travail légal, on ne va pas avoir plus de facilité pour trouver le personnel qu'on n'arrive déjà pas à trouver aujourd'hui. Et puis, faisons en sorte de réformer le Forem aussi pour qu'il arrête de former dans des filières qui n'ont pas d'avenir, mais faisons-le là où les besoins existent. Merci Maxime Prévost.